des SIG actuels et actuellement utilisés. Il y a tout un ensemble de personnes qui y travaillent, mais c'est vraiment quelque chose qui reste au niveau du projet de recherche. Les bases de données, ça j'en ai dit quelques mots précédemment, donc en concluant sur les données disponibles en France. Donc bien sûr en vectorisant les cartes géologiques, en les harmonisant, en renseignant donc des tables avec des tables lithologiques, minéralogiques, etc. On génère énormément d'informations. On veut garder une certaine cohérence à cette information. Un des moyens de gérer cette information, c'est en construisant ce qu'on appelle des bases de données relationnelles. Donc c'est quoi? C'est un ensemble de tables qui sont reliées entre elles. Donc voilà un peu c'est pas l'ensemble, c'est une partie des tables utilisées pour les cartes harmonisées. Donc là on a une trentaine de tables qui renseignent la lithologie, la stratigraphie, etc. et qui sont reliées à des lexiques. Donc derrière tout ça, ce qui est en bleu ici, donc il y en a une cinquantaine à peu près, ce sont des lexiques lithologiques, minéralogiques, stratigraphiques, etc. Donc qui permettent de garder, de contraindre la personne qui renseigne les différents champs dans ces bases de données, de garder une certaine cohérence dans les dénominations. Et c'est aussi quelque chose ensuite qui facilite les requêtes, les analyses du jeu de données. Alors une base de données relationnelle, c'est quoi? Ça peut être vu de la façon suivante, hein, donc quelque chose où on subdivise un ensemble de données à gérer en quoi? En entités, en attributs et en associations. Alors les entités, c'est quoi? C'est quelque chose il faut essayer de prendre quelque chose de physique. Là, dans l'exemple ici, ce sont des forages et puis des passes dans les forages. Les passes, c'est ce qu'on remonte à chaque fois, à chaque passe de forage. Donc voilà les entités, donc des forages, des passes, des attributs là-dessus. Donc un forage, par exemple, peut avoir un propriétaire. Une passe peut avoir une lithologie, ça peut être un basalte, un granit, etc. Et puis on va voir des associations entre les entités. Les associations donc qui sont caractérisées par ce qu'on appelle une cardinalité. Donc un forage, par exemple, va donner de 1 à n passes. Et ensuite, une passe dans le forage appartient à un et un seul forage. Donc là, on voit très vite une possibilité de quoi? Une table forage, une table sur les passes, et ensuite des champs qui renseignent la latitude, la longitude, l'altitude, les propriétaires, profondeur de début, de fin, la lithologie. Sachant que ça, le lien qui est ici, c'est quelque chose qui permet de gérer la jointure entre les tables. D'accord? Ensuite, bien sûr, on peut subdiviser ce genre de modèle. On peut dire, par exemple, les propriétaire devient, on va en faire une entité qui est caractérisée, par exemple, par tout un ensemble d'attributs, hein, sachant que les attributs de propriétaire peuvent être, par exemple, des villes. Et ensuite, on va voir comme attribut de propriétaire les villes où habitent ces propriétaires, ainsi de suite. Donc, en prenant un peu les jeux de données disponibles, les attributs qui les caractérisent, les relations entre elles, on peut construire ce qu'on appelle une base de données relationnelle. Donc là, l'exemple montré, ce sont uniquement des attributs. On peut faire la même chose sur les géométries et intégrer donc tout ça dans une base Oracle. Les bases de données Access, par exemple, gèrent des bases de données relationnelles. Alors, quelques mots rapides sur une autre grande limitation on va dire de la popularisation des SIG, c'est tout ce qui a trait au problème de système de référence
aux problèmes géodésiques. La géodésie, c'est la science des formes et des dimensions de la Terre. C'est tout ce qui a trait au système de projection. Donc là, on va dire la partie géographique des SIG hérite d'une très grande complexité qui est liée à tout un historique d'acquisition de données géoréférencées. Bon, l'objectif je ne vais pas rentrer dans le détail, ça on pourra en parler. Je pense que Gérard a des idées très claires là-dessus aussi. Très simplement, bon, la Terre n'est pas quelque chose de lisse et de sphérique, hein. Il y a des creux, des bosses. Et si on prend la surface de la mer, on peut voir ça comme quelque chose de très régulier. Là non plus, la surface de la mer a des creux et des bosses. C'est une équipotentielle de gravité, hein. Donc elle est soumise à un champ de gravité. Et donc il va y avoir là-dedans des creux et des bosses, ce qui fait que le niveau de zéro de la mer n'est pas du tout quelque chose de régulier. En plus, le géoïde, c'est donc une équipotentielle, c'est quelque chose qui reste relativement patatoïde, donc difficile d'utilisation difficile à modéliser mathématiquement. Ce qui a amené en fait très vite les géographes à représenter un peu les courbures de la surface terrestre avec des ellipses, mais des ellipses, on va dire, des ellipses locales. Des ellipses locales, et ça, il y a une multitude d'ellipses locales qui sont utilisées, donc qui ont été utilisées, qui continuent à l'être par les différents services géographiques. Le développement du GPS, bon, amène un peu à oublier ce problème, parce que là, il y a un ellipsoïde global, on va dire spatial, hein, c'est le terme, un ellipsoïde spatial qui est utilisé, mais ça ne résout que partiellement les problèmes, ça ne résout pas les problèmes locaux. Donc je ne m'étends pas là-dessus. Si vous avez des questions, je ferai un plaisir d'y répondre. Alors très vite, quelques mots sur les logiciels. Guy Menand l'a évoqué précédemment. C'est vrai que là, on est confronté à à une multitude de logiciels qui font plus ou moins bien certaines choses, qui sont plus ou moins générales ou spécifiques. Il y a là-dedans, on peut distinguer des logiciels professionnels, des logiciels gratuits. Dans les professionnels, bon, on peut citer ArcGIS, donc c'est un logiciel qui est distribué par une boîte qui s'appelle Esri, qui est une boîte américaine. C'est celui qui est on va dire, le plus utilisé actuellement par les professionnels. On a aussi MapInfo, GeoConcept, etc. Et puis tout un ensemble de logiciels gratuits qui permettent surtout, on va dire, la visualisation de données. Et puis une petite gestion de ces données. Mais ça ne permet, les logiciels gratuits ne permettent pas du tout de gérer les problèmes de systèmes de référence géographique, de projection, ne permettent pas de gérer les conversions de formats de fichiers, etc., ou très peu. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est limité au logiciel professionnel. Alors quelques mots sur la gamme ArcGIS, donc qui est distribuée par Esri. Hein. Simplement, bon, j'en parle pour préciser un peu la nomenclature. Hein. ArcGIS, c'est quelque chose on va dire, qui a remplacé ce qui auparavant s'appelait ArcView, sachant qu'on continue à parler d'ArcView. Bon. C'est quelque chose qui renferme donc plusieurs choses, ArcMap, ArcCatalog et ArcToolbox. Donc si vous en entendez parler, c'est pas bien compliqué. ArcMap, c'est quelque chose qui permet de gérer, on va dire, les cartes, de générer des cartes, de travailler avec la donnée géographique. ArcCatalog, c'est un explorateur de données géographiques, donc il permet aussi de renseigner les métadonnées, de modifier les systèmes de projection, etc. Et puis en ArcToolbox, comme son nom l'indique, c'est une boîte à outils. ArcGIS donc, gère un format natif, un format qui est propre.
ArcGIS, hein, qui est le format, donc je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent, qui s'appelle, on parle de shapefile, de fichiers qui ont des extensions .shp ou DBF, SHX. Mais à côté de ça, bon, il permet de gérer des géodatabases, des données DXF, donc qui viennent directement de logiciels de dessin, des données issues de serveurs de données, etc. Alors simplement une petite précision là-dessus, donc sur SHP, DBF, SHX, que recouvrent ces trois fichiers. Quand on a une couche, ce qui s'appelle aussi un thème, dans ArcGIS, généralement, on a, pour une information, qu'elle soit ponctuelle, ligne ou surfacique, on a ces trois fichiers. SHP, DBF et SHX, au minimum. Hein. Au minimum, ces trois fichiers. Le premier fichier, celui qui a une extension SHP, c'est un fichier donc, qui renseigne la géométrie. Et on va trouver là-dedans toute l'information géométrique sur l'objet. Le fichier DBF, c'est toute l'information attributaire. Donc on a une table géométrique, une table attributaire, et puis le fichier SHX, c'est le fichier qui permet en fait de faire la liaison entre l'information géométrique et l'information attributaire. Donc ça, on le trouve bon, dans la gamme on va dire dans ArcView, mais c'est aussi quelque chose qu'on trouve dans MapInfo et beaucoup d'autres logiciels SIG, c'est-à-dire de l'information géométrique, de l'information attributaire et puis un fichier qui fait la jonction entre les deux. Derrière ça, il y a tout un ensemble d'extensions